Bien, bonjour mesdames et messieurs. Donc, je m'appelle David Robson. Je travaille chez Investance et j'y anime notamment le sujet data. Donc, on a vu que ce sujet était omniprésent depuis le début de l'après-midi, en tout cas, à travers les tables rondes sur blockchain et ensuite sur la RPA et l'intelligence artificielle. Et donc, je vais vous présenter déjà nos invités d'aujourd'hui. Donc nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui donc Laurence Eudes, qui est Chief Data Officer chez AXA Investment Manager. Cédric Lecollet, à sa droite, qui est directeur commercial et marketing de GS1 France. Il vous expliquera tout à l'heure ce que c'est que cet organisme, parce que ce n'est pas une entreprise, GS1 France. Et Frédéric Valuet, donc directeur solutions assurance, banque et santé chez Marc Logique. Et j'ai également donc à ma gauche Vincent Paes, journaliste au magazine Décideur, qui animera donc cette table ronde. Alors comment va se dérouler notre table ronde? Elle va être un petit peu différente des tables rondes précédentes, sous deux angles. D'abord, chacun de nos trois invités fera une petite présentation de l'ordre d'une dizaine de minutes. Nous verrons tout de suite sur quel sujet. Et puis ensuite, Vincent, donc les interrogera et fera également circuler le micro pour les questions-réponses autour des présentations de nos trois invités. Alors pourquoi le sujet, la valeur de la donnée, et pourquoi avons-nous chez Investance choisi ce sujet comme fil rouge de la table ronde de cet après-midi? Nous observons bien entendu la montée des Chief Data Officers au sein des banques de la Banque Finance et Assurance. Il y a eu une très grosse vague de nominations en 2016. Et d'ailleurs, j'avais moi-même écrit un article dans notre petit fascicule annuel l'année dernière, dont le titre était « Les Chief Data Officers, l'ère de la maturité, point d'interrogation ». Et alors c'est vrai que cette maturité, elle vient avec l'évolution du rôle et de la mission du Chief Data Officer au sein de vos entreprises. Je reprends ici donc une citation du Gartner Group qui indique que d'ici 2021, 80% des Chief Data Officers auront la création de valeur ou la génération de revenus comme priorité numéro 1. Ça veut dire que nous passons d'un Chief Data Officer qui avait un rôle très opérationnel, essentiellement lié à la garantie qu'il donne sur la qualité des données, vers un rôle plus stratégique, lié donc effectivement à cette création de valeur, et notamment cette évolution du rôle du Chief Data Officer sera évoquée par Laurence. Voilà, c'est évoqué également dans le graphique qui est en dessous, et donc véritablement le Chief Data Officer devient un acteur, non pas forcément le seul bien sûr au sein de vos entreprises, mais un acteur de la stratégie de valorisation des données. Ça, c'est une première raison. Il y a une deuxième raison qui n'est pas dans le slide, c'est que nous avons été challengés cette année par des directions générales à qui on demande énormément d'argent pour investir dans le data management, à travers des outils parfois sophistiqués. Je pense par exemple aux outils de data linéage, qui sont capables par exemple de décrire la circulation de la donnée dans un système d'information. Il y a eu beaucoup de POC, et puis une fois que le POC s'achève, l'éditeur vient demander quelques millions, voire des dizaines de millions d'euros à la direction générale, et les directions générales cherchent à comprendre pourquoi on leur demande autant d'argent, et effectivement, il n'y a pas de use case finalement sur la data si on n'arrive pas à démontrer que tout ça est créateur de valeur. Et c'est pour ça, c'est pour ces deux raisons, donc pour la raison de l'évolution du rôle du CDO, et d'autre part, le fait qu'il faut bien qu'on donne un sens à tous ces travaux et tous ces investissements qui sont faits, que nous avons choisi cette année la valeur de la donnée comme fil rouge de notre table ronde. Alors cette valorisation de la donnée, elle est tous azimuts. Elle est bien sûr liée à une monétisation indirecte. Quand on améliore la qualité des données, ce sont bien sûr les processus que l'on améliore, et donc l'efficience opérationnelle, et nous savons le mesurer. Nous l'avons fait d'ailleurs avec BNP, avec M. Romaté, qui s'excuse, qui ne peut pas être là aujourd'hui, mais on a essayé de faire un lien entre l'amélioration de la qualité et la génération, par exemple, de gains d'efficience dans les processus opérationnels. Voilà, donc ça c'est de la monétisation indirecte. Il y a bien sûr, tout le monde le sait, une réduction des risques. Bon, ceux qui font par exemple du crédit et du credit scoring savent très bien qu'en amont de cela, il faut des données clients extrêmement bonnes, ce n'est qu'un exemple. Et puis il y a de la monétisation directe, et ben on finit par donner une valeur marchande à la data de l'entreprise. Donc tout cela sera cité à travers des exemples.
Et pour terminer, il y aura également un petit détour, notamment avec Frédéric. De plus en plus, cette valeur qu'on donne à la donnée, elle est liée à l'exploitation de données non structurées. C'est également une grosse tendance qu'on observe depuis peu, et une association de données structurées avec des données non structurées pour renforcer encore la création de valeur, et ce sera évoqué dans l'une des présentations de nos intervenants. Voilà, donc je laisse maintenant la parole à Laurence. Bonjour à tous. Je vais vous parler de mon rôle de Chief Data Officer, mais surtout, je voulais remercier David pour cette invitation. Parler de la valeur de la donnée, c'est quand même une sacrée mission. Et donc, je me suis un petit peu posé la question de savoir comment j'allais aborder le sujet. Donc, avant toute chose, pour vous parler de ce rôle-là, on l'a dit un petit peu tout à l'heure, mais il y a le côté très opérationnel que tout le monde connaît, qui consiste à vraiment nettoyer les données, à effectivement s'assurer qu'elles ont la meilleure qualité avant d'être distribuées au sein de chacun au sein des départements. Et là, je dirais, moi je suis danseuse, donc effectivement, c'est les jambes qui travaillent, c'est beaucoup de travail, j'ai Nadine qui est du département avec moi qui fait ça tous les jours, c'est beaucoup de travail. Et j'ai cherché à comprendre comment j'allais vous parler de la data, parce qu'en fait, il y a un deuxième volet de ce rôle-là, qui est la partie stratégique. Donc il y a effectivement une deuxième dimension dans ce rôle-là, qui est vraiment de faire comprendre aux uns et aux autres par quoi on va juger finalement quel va être le fil conducteur pour choisir les jeux de données qu'on va insérer dans nos data lakes de demain, parce qu'ils auront et qu'ils apporteront de la valeur à nos clients, à nos tiers, effectivement à nos employés aussi. Et donc comment on travaille ce sujet-là de l'engagement des jeux de données dans nos processus internes. Et donc la bonne nouvelle, c'est qu'on a beaucoup de choses à faire. On a un cycle de vie, nous, Chief Data Officer, qui montre que, on va devoir travailler de plus en plus pendant les périodes qui viennent, mais que si on fait bien notre job, normalement, à la sortie, on devrait travailler beaucoup moins, parce qu'en fait, on aura organisé les cycles de vie de la donnée de façon adéquate. Et là, manifestement, Gartner est à l'honneur. Donc, en fait, l'enjeu, ça va être effectivement pour nous de montrer la valeur qu'il y a entre les data metrics que maintenant, je pense, chacun d'entre vous commence à connaître, les pourcentages d'accuracy, les pourcentages de complétude, l'intégrité de la donnée. Donc on commence à voir émerger un certain nombre d'indicateurs. Comment ils se relient avec les business process, donc la performance de nos processus. Comment derrière ils sont reliés à de la performance distribuée, c'est-à-dire des indicateurs de performance de la compagnie, et comment derrière ils sont redistribués sous forme de monnaie sonnante et trébuchante à nos actionnaires. Donc, comment on va s'y prendre ? J'ai réfléchi et puis je me suis posé une première question. Dans notre premier rôle de chef d'orchestre opérationnel, est-ce que j'ai un exemple très concret où on fait le lien entre toutes ces dimensions-là ? Et la réponse est oui, j'en ai trouvé un. Donc voici quelques chiffres des données qu'on gère aujourd'hui dans le département d'AXA Investment Manager. Il y a 8 référentiels. En particulier, il y a les référentiels instruments, il y a les référentiels portefeuille, il y a les référentiels benchmark. On gère 156 000 instruments. Et pour ne prendre que cet exemple-là, 156 000 instruments sur 500 caractéristiques, si on reçoit 331 demandes d'erreur par mois, on peut considérer qu'on a un taux d'erreur de 0,02%. Et là, on se dit, champion du monde, c'est parfait, tout va bien. En fait, la norme IFRS 9 nous a appris à quel point tout ça, c'était pas vrai. À quel point il fallait améliorer ce processus-là, et largement. Et donc, on est passé à travers tout un cycle, et puisqu'on a parlé de l'intelligence artificielle, on va rebondir là-dessus, et on peut passer à la suivante du coup. On est passé à travers tout un cycle qui nous a conduit à nous dire, on va pas pouvoir écoper nos 331 clients, demande clients, ce n'est que le haut de l'iceberg. En réalité, quand je commence à creuser et à faire du fonctionnel, du technical lineage, c'est-à-dire que je commence à regarder les rejets techniques, c'est 1500 rejets, là je parle d'un système en particulier. Si on creuse encore un petit peu et qu'on regarde les rejets, générés par nos tableaux de bord sur la data quality, on arrive dans la deuxième partie ici à un assessment qui nous dit, oui, finalement,
la complétude de ma base de données, elle n'est que de 66%. Quel est l'enjeu derrière ça? Quand on a dit ça, on dit quoi par rapport à certaines normes? Eh bien, je m'arrête là 2 minutes, parce qu'en réalité, ça, quand on est sur la norme IFRS 9 SPPI test, celle que peut-être certains d'entre vous, levez la main si vous la connaissez ou pas. 2, 3 mains, donc je l'explique. Ça veut dire solely payment of principal and interest. Ça veut dire en gros que chaque fois que je n'arriverai pas à démontrer que le coupon que je paye ne représente que les intérêts du temps qui passe, ou mon risque crédit, ou certains risques accessoires, comme par exemple la liquidité, eh bien, la variation de valeur de marché de cet actif ira à travers le PNL. Et pour une maison comme AXA, la volatilité du PNL, quand on fait 5 milliards de résultats et qu'on a 500 millions qui se jouent là-dessus, bien voilà un exemple très concret d'une caractéristique d'un référentiel qui est en directe liaison avec le résultat de la maison. Et donc, effectivement, en ayant creusé ce sujet-là, c'est tout à fait normal qu'on n'ait pas la complétude complète, parce que vous savez tous qu'il y a des trous dans une base de données. Donc on a été amené effectivement à regarder si c'était pertinent ou si c'était pas pertinent. Et tous ces milliers de rejets nous ont fait dire « Ah ben non, mais on peut pas continuer comme ça. Il va falloir cleaner la donnée. » Et on a fait appel à l'intelligence artificielle pour effectivement améliorer nos capacités prédictives, là où nos providers comme Thomson Reuters, Bloomberg n'étaient pas capables de nous donner la réponse, en tout cas pas dans le délai de nos enjeux. Voilà, donc ça c'est mon premier use case de, je dirais, opérationnel. Et vous me direz, mais oui, mais alors, et le client dans tout ça? Parce que le client, lui, il a beaucoup d'autres intérêts. Est-ce qu'on fait quelque chose sur cette matière? Et là, je vais attaquer juste le deuxième exemple, parce que je sais que j'ai que 10 minutes, donc je vais essayer de... Le deuxième exemple, c'est simplement pour vous dire que aujourd'hui, on a 5000, pour représenter un petit peu la maison, on a 5000 clients, on a 766 plateformes et professionnels qui travaillent auprès de ces clients pour gérer nos fonds. On gère 1800 fonds à peu près et 732 milliards d'actifs. Donc, évidemment, dans toute la maison, il y a des personnes qui ont envie d'innover. Et c'est là que je dirais, on va raccorder un petit peu avec l'autre aspect, le côté stratégique de la mission. C'est-à-dire que, effectivement, beaucoup de personnes mènent des expériences pour mieux comprendre les clients dans la maison. Donc, c'est du predictive behavior pour nos clients. C'est essayer de capter qui sont les trendsetters parmi nos clients, c'est-à-dire ceux qui vont éventuellement quitter les fonds plutôt que d'autres, comment on fait pour capter la rétention. Et l'enjeu autour de tout ça, effectivement, ça va être, et là je ne vous le cache pas, il faut avoir une stratégie, parce que si tout le monde dans la maison fait des POC, puisqu'on a parlé de POC tout à l'heure, et on en a plein chez nous aussi, on a une trentaine, et bien à un moment, il va falloir se poser la question, au moment où on construira le data lake, ce qu'on est en train de faire, dans quel ordre je les mets? Où est-ce que j'ai le plus de valeur finalement? Et quels sont les critères que je vais utiliser pour classifier tous ces éléments-là? Est-ce que je vais industrialiser? Et donc, ma petite recette, notre petite recette à nous, ça a été de dire, on a constitué un comité Big Data, donc je suis un des membres, mais il y a aussi des gens d'opération, il y a des personnes des plateformes d'investissement, des sales, et on a classé tout ça dans des box. Et ces 5 box-là, et on s'est dit, finalement, moi, je vais essayer d'avoir la stratégie suivante. Je vais d'abord regarder tout ce qui peut m'aider à mieux comprendre mon client. Et vous savez que l'asset management est un métier assez intermédiaire, en fait. Donc, même si on blockchain, même si on arrive à avoir des informations de nos distributeurs, c'est très compliqué d'aller descendre jusqu'au détail de nos clients. Ensuite, on veut minimiser nos risques. Et après, on veut maximiser les bénéfices de nos clients. Et dans la vraie vie, comme on ne connaît pas bien nos clients et qu'on a beaucoup de données sur les plateformes d'investissement et ils ont très envie d'améliorer leur capacité d'analyse fondamentale, d'analyse technique, etc. Ici, ils ont beaucoup plus d'idées, mais souvent, on a commencé par le faire en sens inverse. Et ça m'amène à ma conclusion, c'est qu'en fait, pour arriver à accomplir cette mission dans un bon ordre, eh bien, il faut beaucoup de governance. Je suis moi-même pas ingénieur. En fait, par contre, j'adore travailler avec tous les ingénieurs parce qu'ils me simplifient leur vision des mondes. Mais par contre, j'ai un grand besoin
de pouvoir interagir avec l'intégralité des personnes qui travaillent dans la maison pour capter leur savoir-faire. Et donc ça passe effectivement par des data forums, donc des endroits où petit à petit on fait grandir la culture sur la data, en mettant à place des outils, et à la disposition des uns et des autres, des outils de metadata management, là où il faut, pas forcément surtout. Effectivement, des business glossaires, du data lineage technique, effectivement des techniques aussi de modélisation de la donnée. Et tout ça, on le fait use case par use case et on acquiert des compétences supplémentaires. Et puis, il y a la gouvernance globale de la maison où petit à petit les équipes data doivent pouvoir intervenir aux risques, aux opérations, dans les choix des projets, et donc on change les termes de référence autour de nous pour pouvoir effectivement tous ensemble se forger une opinion sur là où il y a le plus de valeur. Donc voilà, avec ça j'ai conclu ma présentation. J'ai aucune idée si j'ai tenu 10 minutes, mais voilà. À peu près, c'était parfait. Nous allons maintenant nous attarder avec Cédric sur l'importante question de la standardisation des données. Le micro. Merci Laurence. Bonsoir maintenant, parce qu'il est 5h. Bonsoir à tous. Alors, moi, je suis un petit peu le trait d'union entre Laurence et Frédéric, parce que j'ai le plaisir de représenter cette organisation qui s'appelle JS1, Global Standard One, que vous connaissez en France historiquement sous le nom GenCode. Et mon job au quotidien avec l'ensemble des équipes est de créer des standards qui permettent à l'ensemble de l'industrie ou des industries de se parler entre elles. Donc je suis un fabricant de langage qui permet à tout un tas d'acteurs justement de faire en sorte que cette donnée puisse couler d'acteur en acteur et de créer cette espèce de fluidité entre acteurs. Donc GS1, vous connaissez peut-être pas le nom, mais vous connaissez donc évidemment tout ce que l'on crée, puisque vous êtes des consommateurs de code et de code à barre, puisque nous avons été inventés par le retail il y a 40 ans, mais aujourd'hui on opère dans une quinzaine d'industries, puisque l'ensemble des produits de santé sont codifiés selon des standards GS1. Et la force des standards GS1, c'est le côté international, puisque nous sommes présents dans 150 pays et nous sommes une organisation dirigée par ses adhérents. On a parlé de gouvernance. Les patrons de GS1, ce sont les users. Et à la tête de GS1, on a toutes les grandes entreprises du monde, j'ai envie de dire du monde ancien, les Carrefour, Walmart et autres, Nestlé, Danone, mais aussi les nouveaux, Alibaba, Amazon. Et ces gens-là viennent dans le système GS1 pour venir développer les standards qui leur facilitent la vie. Et pour vous donner un petit chiffre pour un petit peu marquer les esprits, mais les codes à barre que vous connaissez, il y a tous les jours 5 milliards de bips de codes à barre dans le monde, de passage en caisse notamment. C'est autant qu'il y a de recherches Google dans le monde tous les jours. Donc on est moins connu que Google, mais en termes d'usage, on en parlait tout à l'heure, l'usage du code à barre a vraiment simplifié la vie du business et on est même élu par la BBC comme une des 50 plus belles choses créées par le business dans ces dernières années. Voilà pour l'introduction de GS1. Et moi, j'ai le plaisir d'animer cette plateforme de collaboration en France, donc dans une quinzaine de filières. Et je vais, sur la base de ces quelques images-là, vous décrire quels sont les 3 mots magiques. Et ces 3 mots magiques, croyez-moi, fonctionnent quelle que soit l'industrie. D'abord, le principal enjeu, notamment s'agissant de la data, c'est de bien identifier les choses, les objets, les lieux, les acteurs. Ça, c'est absolument primordial et c'est en fait ce qu'on représente dans les produits derrière ce petit chiffre-là, mais c'est à la fois un chiffre bête, mais, puisque c'est un vieux standard ISO inventé par IBM dans les années 50, mais c'est extrêmement puissant puisque tout le monde l'utilise. L'anglais, c'est pas la plus belle langue, mais c'est la plus parlée dans le monde. On a vocation, avec ce langage-là, à faire exactement la même chose. Et donc, le principal enjeu, d'abord, c'est d'identifier les choses. Et vous avez quelque chose qui vous concerne en bas, puisque à partir du 3 janvier, dans la future réglementation européenne MIFID ou MIFIR, vous allez devoir, vous, les entités qui opérez dans les transactions financières, être identifiés en tant qu'acteurs avec ce Legal Entity Identifier. C'est-à-dire que chaque entreprise doit être authentifiée. Et la valeur d'authentification, elle est majeure, notamment pour créer cette couche de confiance entre les acteurs. Ensuite, ces identifiants-là, on les symbolise dans des codes à barres, donc avec une dimension, avec ce qu'on appelle ici un data matrix, ce que vous avez sur les boîtes de médicaments. On les met dans la RFID, peu importe. L'important, c'est de capturer ce code et ensuite de le partager, puisque la valeur que l'on crée, la valeur est dans l'interconnexion. La valeur d'une donnée, c'est quand elle se passe et qu'elle s'enrichit
au fur et à mesure donc des passages de relais entre acteurs. Et c'est exactement ce qui se passe, j'espère en ce moment en m'écoutant, dans vos cerveaux. L'intelligence se produit dans vos cerveaux, dans les synapses, dans cette petite transmission au niveau de vos dendrites. Et donc nous, on a vocation à être ces petits neurotransmetteurs du business. Et pour illustrer la question, puisque David m'a demandé de venir vous parler de création de valeur, je vais vous demander un vrai recul, puisque moi je vais vous parler de poulet. Donc si vous pensiez qu'aujourd'hui vous auriez quelqu'un sur scène qui vous parle de poulet, je pense que vous ne l'aviez pas prévu. Mais pour autant, s'agissant de la question de la création de valeur, c'est ce que nous avons créé en mode POC aussi, avec une très grosse coopérative française qui fait 5 milliards et qui représente plus de 22 000 producteurs, qui s'appelle Terena. On a créé un outil et une plateforme collaborative de traçabilité, de sorte que nous arrivions à créer de la valeur sur la donnée, afin de créer de la valeur à plusieurs endroits. Et je vais m'expliquer là-dessus. Voilà, les trois enjeux de la valeur que je souhaite décrire, c'est évidemment d'abord pour le producteur. Vous connaissez tout ce qui se passe au niveau de la crise agricole aujourd'hui, la dimension pour le consommateur et enfin la dimension pour la nature. L'objectif de ce que l'on a créé est de permettre, avec ces producteurs de poulets, de décrire leurs données de production dans un langage standardisé GS1 et de le partager tout au long d'une chaîne. Le drame de la traçabilité, et vous avez vécu ça cet été avec Fipronil, c'est que la traçabilité, on la connaît toujours sur le cran du dessous et le cran du dessus. Et pour raconter une histoire de traçabilité, ça prend un temps de dingue. C'est ce qui s'est passé cet été sur le Fipronil. L'objectif de cette traçabilité que l'on crée ici est d'avoir cette traçabilité de bout en bout, dans les deux sens, du producteur jusqu'au consommateur et réciproquement de la fourche à la fourchette. Et comment est-ce que l'on fait techniquement? C'est on digitalise les événements de production. Donc là, ça va être un tout petit peu technique, mais à chaque étape du process de vie du poulet, on écrit la donnée en disant c'est quoi le produit, à quel endroit, à quel moment et à quelle étape de son cycle de vie. Est-ce que je suis dans une étape où je le nourris? Est-ce que je suis dans une étape où je le vaccine? Est-ce que je suis dans une étape où il est dehors en train de courir? Voilà. Et donc on a digitalisé tous ces événements de production de sorte à créer une histoire de traçabilité que ensuite chacun sur l'ensemble de la chaîne partage de façon standardisée et de façon open via la plateforme que je décris juste après. Voilà, et en fait, ce que l'on fait, je vais aller directement sur le sujet, en fait, ce que l'on fait, c'est que ces événements numériques produisent trois natures de données. On a beaucoup parlé ce matin des enjeux de la donnée et de la sécurité. D'abord, on crée de la donnée pour l'entreprise elle-même, en connaissant bien les aliments qu'elle donne à son poulet et aux méthodes de production, elle apprend d'elle-même à mieux fabriquer des poulets de meilleure qualité. Ça, c'est de la donnée la donnée privée qu'elle ne partagera pas. Ensuite, elle produit de la donnée qu'elle partage avec des partenaires selon des cahiers des charges et via cette plateforme, on arrive à avoir la preuve du cahier des charges et du respect de l'ensemble des choses que l'on a demandées. Par exemple, les éléments qui sont très forts, c'est le bien-être animal, le sans OGM, le respect de la nature avec une agriculture écologiquement intensive. Et tout ça, on arrive à le partager dans cette plateforme de sorte que l'ensemble des opérateurs authentifiés dans le système arrivent à se connecter à cette plateforme et arrivent à avoir accès à la donnée. Et c'est comme ça qu'on va faire en sorte que le producteur va pouvoir vendre son poulet plus cher, parce que son poulet est de façon factuelle et de façon objective meilleur que le poulet brésilien, par exemple. Donc ça, c'est un premier élément de création de valeur, vraiment pour les producteurs, et je peux vous assurer que c'est vital pour eux. Ça crée aussi une dimension de valeur très forte pour le consommateur, puisque le consommateur sait, par notamment différentes applications, que ce poulet-là a été produit par monsieur en Bretagne, parce qu'en fait, sur le produit, on met un code qui permet de retrouver le numéro de lot. Et donc on arrive à savoir que ce poulet-là, il vient d'un accouvoir de monsieur Gérard, il a été élevé dans la ferme de monsieur Dupont, et on arrive à recréer par le produit une dimension un peu humaine, je vais un peu loin, mais un peu humaine avec le producteur. On recrée ce lien
du consommateur au producteur et réciproquement. Et c'est ça qui crée la valeur pour le consommateur avec un enjeu de confiance. Et enfin, ça crée la valeur pour la nature puisque derrière, il y a un enjeu d'agriculture dite écologiquement intensive. Donc c'est ça l'histoire que je voulais vous raconter, entre une histoire de Terrena qui voulait raconter cette nouvelle agriculture et GS1 qui lui a fourni le stylo, les standards et cette plateforme en open source d'interconnexion. Et pour finir mon propos, je vais finir sur ces 4 mots qui sont absolument clés et la conviction que je porte aujourd'hui auprès de vous, c'est que pour créer de la valeur sur la donnée, il faut absolument, à un moment donné, avoir une couche de standard. Ça, c'est majeur. Et pour avoir une couche de standard, il faut avoir des identifiants pour identifier les choses que l'on a besoin d'identifier. Il faut se mettre d'accord sur le sens, sur le signifié. Et ça, Frédéric va revenir dessus. Donc, c'est des enjeux de sémantique. Il faut se mettre d'accord, il faut s'aligner sur des ontologies, cette espèce de grammaire qui sert au logiciel de bien se comprendre, cet alignement des métamodèles de données. C'est très important parce qu'on descend vraiment dans les sous-couches, j'ai envie de dire, mais c'est ce qui permet ensuite de créer de la valeur. Et ensuite, la valeur est dans les échanges. Donc, pour conclure, mon point, c'est que la standardisation et l'interopérabilité des systèmes d'information favorisent les interconnexions des business et la valeur de la donnée est dans l'interconnexion. Et ça doit se faire par des standards. Merci. Merci Cédric. Pour finir les présentations, voici celle de Frédéric qui abordera l'exploitation des données non structurées. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Frédéric Valuet, je suis directeur des solutions, effectivement, banque, assurance et santé chez Marclogic. Et aujourd'hui, alors ça fait effectivement directement écho à ce qu'a pu vous dire Cédric et Laurence. En fait, j'ai voulu vous parler d'une société qui est spécialisée dans le domaine médical et qui est passée à 2 doigts de la mort clinique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la vraie valeur de M-Modal avant les années 2000, c'est la capture de verbatims médicaux, c'est-à-dire qu'ils recevaient un compte-rendu oral d'un praticien et ils avaient une armée de petites mains qui en faisaient des documents écrits. Sauf qu'avec la technologie speech-to-text, leur activité a disparu. C'est une ubérisation que peu de gens ont vue parce que finalement il y avait peu d'acteurs. Simplement, ça représentait des entreprises qui étaient assez colossales en termes de taille. Et donc, qu'est-ce que M-Modal a fait ? Elle s'est dit, voilà, j'ai des verbatims médicaux, si je ne me transforme pas, je meurs. Et c'était aussi simple que ça, puisque effectivement, l'électronique le faisait. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont transformé leur business model. Et là, moi j'ai voulu faire un focus sur la donnée non structurée parce que je pense que dans l'esprit de la plupart des gens qui sont dans cette salle, une information, une donnée, c'est une donnée structurée. C'est une donnée qui vient d'un système de gestion, qui est identifié et qui justement typiquement a un nom, éventuellement une traçabilité, etc. Mais dans le domaine du non structuré, et alors imaginez un verbatim médical, chacun fait son verbatim de sa façon, il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'organisation, il raconte juste une histoire qui concerne un patient, un cas, etc. Et donc, l'ensemble de ces verbatims médicaux constituait une immense base de savoir. Et alors, M-Modal avait à peu près 20 ans de verbatims médicaux, alors essentiellement en papier. Donc, la première étape a été d'en faire un élément digital. Donc, c'est pour ça qu'on parle de transformation digitale. Mais la transformation digitale, ce n'est pas pour le plaisir de passer du papier à quelque chose de numérique. C'est parce qu'une fois qu'il était numérisé, on pouvait valoriser la connaissance qui est à l'intérieur du verbatim. Et M-Modal, de la mort clinique, est passé premier opérateur de transformation de verbatims médicaux en connaissances. Et vous verrez, je vais décrire ce que connaissance recouvre comme concept. Et ils sont assez nombreux. Et aujourd'hui, ils interagissent avec plus de 3000 hôpitaux cliniques et 200 000 professionnels de santé. Ça veut dire que tous les jours, à l'intérieur des 3000 hôpitaux, des cabinets médicaux et puis les 200 000 professionnels de santé, fournissent des verbatims médicaux, des analyses, des comptes rendus, et qui constituent une connaissance médicale. Donc qu'est-ce qu'on reçoit quand on parle de contenu non structuré ? On reçoit quelque chose qui ressemble à ça. Alors évidemment, on le reçoit sans les notifications rouges. Donc on reçoit quelque chose qui n'a pas de description, on ne sait pas d'avance de quoi on va parler. Typiquement, par exemple, on ne sait pas si ça va être le compte-rendu d'une opération, le compte-rendu d'une visite, ça va être une analyse médicale, ça va être une radio. Donc la première chose qu'on reçoit, c'est du texte. Donc imaginez, ça ressemble un peu comme si on recevait des emails. Et la première étape, et c'est là où effectivement le travail de GS1 est très important, et on travaille avec GS1 chez d'autres clients sur les mêmes problématiques, la première chose, c'est qu'en fait, il faut, disons, structurer ou rendre exploitable une information qui ne l'est pas. Et donc, on va être capable de détecter, de lire à l'intérieur de ce contenu non structuré des informations
qui vont constituer des éléments. Alors, dans les éléments dans le médical, l'essentiel, ça va être le patient, ses symptômes, les médications associées, les éventuels effets secondaires, les antécédents médicaux, et tout ça est codifié. Et donc, vous le voyez ici, on a des codes qui apparaissent un peu partout. Et on va simplement, à l'intérieur du contenu non structuré, raccrocher des éléments de langage à des normes. Et une fois qu'on a fait ça, on est capable de comprendre à l'intérieur d'un ensemble de contenus non structurés lesquels concernent justement un symptôme, un patient, une médication, un effet secondaire. Donc ça, c'est la première étape. Sauf que ça ne suffit pas. Et donc, M-Modal a été plus loin et a développé en fait une capacité à lier des données structurées. Et donc là, on retrouve des éléments qui sont bien identifiés. Donc on va avoir des informations sur le patient, qui sont des informations personnelles, donc qui viennent là d'enregistrement. Et on va faire la liaison entre les deux pour être capable de commencer à analyser réellement le contenu. Alors, selon l'étape, et je reviendrai dessus tout à l'heure, on est plus ou moins personnel, puisque quand on est dans un hôpital ou chez un professionnel de santé, on est bien sur le cas particulier de la personne qui est en train d'être auscultée. Mais évidemment, quand on va dans des domaines sur la recherche, sur la iatrogénie ou sur le diagnostic différentiel, on n'a plus de notion personnelle. Par contre, on s'intéresse aux gens qui auraient des éléments concordants par rapport à la situation particulière. Et donc, typiquement, ce qui n'existe pas aujourd'hui en France pour un certain nombre de raisons, bien que ça fait 15 ans qu'on on a dépensé 1 milliard d'euros sur le dossier médical partagé, mais ça ne fonctionne pas. Aux États-Unis, un patient qui se présente dans un des hôpitaux ou un des professionnels de santé, un des cabinets qui est abonné à l'offre M-Modal, il vient avec son numéro de sécurité sociale et l'opérateur qui est à l'autre bout de la chaîne va récupérer de la donnée personnelle associée à son propre profil. Donc si c'est une infirmière, elle va récupérer un petit nombre d'éléments. Si c'est un médecin généraliste, un peu plus. Si c'est un spécialiste, des choses plus orientées. Mais surtout, et c'est là où on a une vraie valeur, en fait, on va commencer à récupérer de la documentation médicale. Et c'est là où la valeur de la donnée est vraiment apparue, c'est-à-dire qu'au-delà simplement d'être capable d'identifier une personne et de savoir quels sont ses antécédents médicaux, en fait, M-Modal est capable, justement en structurant et en normant un peu tout ce contenu, est capable de déterminer que les symptômes qui sont présentés sont, en fonction de la région, en fonction d'un certain nombre d'éléments démographiques, épidémiologiques, etc., eh bien, sont associés à une documentation médicale qui est mise à jour en permanence. Et alors j'aurais pu vous présenter, on a plein de cas aussi chez les éditeurs, on est dans cette logique-là. On passe d'une logique où on va éditer un livre de documentation médicale une fois par an qui fait 800 pages, à un élément de connaissance médicale qui est bien ciblé sur le besoin de la personne. Et donc on vient sur la documentation clinique, mais on vient aussi sur l'efficacité du diagnostic. Et en fait, ce que M-Modal a fait, c'est qu'ils sont dans une logique diagnostique différentielle, c'est-à-dire typiquement, j'ai un certain nombre de symptômes et le diagnostic différentiel traditionnel me dit la première cause de ces symptômes, c'est cette maladie, la médication associée, la seconde, c'est cette maladie. Et ça, c'est le diagnostic différentiel traditionnel qui est fait, qui est appris en fac de médecine. Ce que M-Modal fait, c'est qu'il fait du diagnostic différentiel à la volée et qu'il va, par exemple, venir tempérer ce qui est traditionnellement considéré comme étant l'hypothèse la plus probable par un certain nombre d'éléments, soit qui viennent d'éléments démographiques spécifiques ou régionaux spécifiques à la personne, ou bien de ce qui a été appris dans justement l'ensemble des verbatims qui sont absorbés au fur et à mesure de chaque jour. Ce qui fait qu'en fait, la connaissance d'hier est différente de celle d'aujourd'hui et peut-être différente de celle de demain. Donc ça, c'est vraiment le premier élément. Et en fait, là où ce qui a rendu possible cela, c'est l'accélération du processus de capture. En fait, ce que M-Modal fait, c'est qu'ils reçoivent soit un document déjà écrit, soit un document vocal. Et au moment où ils le reçoivent, immédiatement, ils en font un contenu écrit, décrit, associé, et ils l'ingèrent dans leur base de connaissances. Donc immédiatement, et donc c'est typiquement le cas que je vous décrirai après, ils ont la possibilité de détecter l'apparition d'épidémies. Et c'est là où, en fait, ce qu'on voit, c'est que dans une logique dossier médical, donc très personnel, avec un certain nombre d'informations plus ou moins structurées, en fait, la valeur, elle n'est pas seulement dans la donnée en elle-même, en fait, elle est donnée par l'usage qui en est fait et qui consomme cette information. Et en fait, donc, une même valeur a plusieurs usages et plusieurs valeurs différentes. Donc, l'exemple que je vous ai décrit, c'est le professionnel de santé, avec une vision partielle ou complète. Mais en fait, en tant que professionnel de santé, on est intéressé d'avoir la connaissance du patient et de l'ensemble du diagnostic différentiel. Mais il y a d'autres personnes que ça intéresse. Et typiquement, les épidémiologistes,
les chercheurs, les universités sont très intéressés par ça. Alors évidemment, expurgés de tout ce qui est purement personnel, mais par contre, ce qui les intéresse, c'est d'avoir des cartes de distribution, c'est de comprendre comment se répandent les épidémies, quels sont les effets secondaires associés, on fait une étude clinique, quels sont les types de symptômes qu'on va vouloir soit inclure, soit exclure, comment est-ce qu'on va considérer les données. Et les distributions statistiques, qui traditionnellement étaient relativement statiques, deviennent très dynamiques, puisque M-Modal, comme leur nouveau business model, c'est de valoriser cette information-là, eh bien, ils donnent accès à l'information en permanence, avec même des alertes. Donc s'il y a un nouveau symptôme qui apparaît associé à un diagnostic qui n'avait pas été détecté, eh bien, les épidémiologistes vont le savoir tout de suite et vont savoir où, dans quel groupe démographique, dans quel groupe social, avec quel type de médication, dans quelles conditions, etc. Donc typiquement, c'est des choses qui sont très intéressantes parce qu'ils ont une capacité de réaction qui n'existait pas avant. Et pourtant, ils consomment exactement la même donnée. Mais simplement, ils ne la consomment pas de la même façon. Et de la même façon, la FDA reçoit aussi un ensemble de ces informations-là. Alors, il y a des données qui viennent de chez M-Modal, mais il y en a d'autres qui viennent de la plateforme Obamacare, par exemple, qu'on opère en passant. Mais il n'y a pas que nous, mais on est très présents dans ce domaine-là. Et là, la FDA, eux, ils vont faire de la dissémination et de la prévalence. C'est-à-dire qu'ils vont, par exemple, un foyer infectieux apparaît dans une zone des États-Unis, ils vont le savoir relativement rapidement, ils vont le mettre sous surveillance dans une carte pour voir comment il se dissémine. Et essayer de comprendre, est-ce que c'est un phénomène qui est purement local? Est-ce que c'est un phénomène qui est purement démographique? Est-ce que c'est un phénomène qui a tendance à s'exporter? Et éventuellement, lorsqu'ils vont faire des recommandations, donc remonter au niveau du professionnel de santé, et éventuellement dire la bonne réponse à ce problème, c'est celle-ci, voir si ça marche. Et en fait, ça, on ne savait pas faire ça avant. Pourquoi on ne savait pas faire ça avant? Parce qu'on ne savait pas exploiter ce contenu non structuré de façon rapide. Imaginez de devoir lire, analyser et mettre en relation les verbatims des 3000 hôpitaux et plus tous ceux qui participent à ce programme-là. C'est évidemment humainement impossible. Là, le fait d'avoir normalisé et rationalisé la donnée non structurée devient en fait une donnée exploitable qui est directement liée à la connaissance de la dissémination et des effets secondaires. Et donc en fait, ce que je voulais que vous reteniez, c'est deux choses. D'abord, le contenu non structuré, c'est une source de données comme une autre. Et aujourd'hui, j'allais dire particulièrement au secteur financier, disons en particulier dans un certain nombre d'acteurs du secteur financier, tout ce qui est non structuré n'est pas considéré comme étant une data source, ou vraiment un minima. Mais en tout cas, en fait, le contenu non structuré est une vraie source de données, parfois même plus que la donnée structurée qui a déjà été normalisée, expurgée, lissée, rabotée, et qui finalement ne va pas forcément décrire l'intégralité de la réalité. Mais surtout, en fait, la donnée non structurée, elle est intéressante quand on est capable de lui donner un sens et qui va être reliée à une autre donnée non structurée ou structurée qui a un sens commun. Et c'est là où, effectivement, on fait le lien avec l'ontologie. Merci Frédéric. Je te laisse le temps de te rasseoir parce que ma première question va s'adresser à toi. Sur les données non structurées, quels sont les facteurs qui font qu'on choisit ce type de solution? Alors, en fait, je vais être un peu provocateur dans ma réponse. J'aurais tendance à dire que j'ai eu cette expérience très récemment dans le domaine de la pharmacie et de la recherche pharmaceutique. En fait, la plupart du temps, on choisit la donnée structurée parce que c'est plus facile. Juste cette anecdote, le laboratoire pharmaceutique, je lui parle de ce type d'approche, et il me dit non mais nous, tout est structuré chez nous. Et je dis oui, parce que vous ne savez pas utiliser un rapport de 200 pages. En fait, vous avez tout structuré parce que le rapport n'est pas utilisé, donc vous prenez, vous extrayez des éléments de ce rapport et vous le mettez dans un tableau structuré. Il me dit oui, en fait c'est pour ça. Donc en fait, il n'y a pas de bon choix. Je ne vais pas dire que la donnée structurée c'est mal et que la donnée non structurée c'est bien. Ce que je veux dire, c'est que la plupart du temps, on travaille ce qu'on sait travailler. Et une donnée, c'est une donnée structurée, on sait où elle est, on sait l'identifier, on est capable de la tracer. Une donnée qui vient d'un document, si on n'a pas fait ce travail-là, effectivement, du coup, elle vient d'un document quelconque, etc. Donc c'est là qu'on fait ce choix. Tu parlais de complexité, justement. Est-ce qu'il y a combien de temps il faut mettre pour mettre en place ce type de solution? C'est plus long, j'imagine? Non, pas forcément. En fait, il y a deux étapes principales. La première, déjà, c'est de savoir ce qu'on veut faire avec. Parce qu'un des gros problèmes, j'avais écrit Smart Data, un des gros problèmes du Big Data ou de l'usage global de la donnée, c'est qu'on prend toutes les données, on les met toutes au même endroit, puis après on se demande, bon, qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces données-là? D'abord, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut faire avec une donnée non structurée. La première étape, c'est est-ce que je veux l'utiliser comme une règle de gestion? Est-ce que je veux l'utiliser comme une base de connaissances? Est-ce que je veux l'utiliser pour faire de la réglementation, la connaissance client?
Et puis la deuxième étape, c'est une fois qu'on a bien défini ça, il faut utiliser effectivement des référentiels métiers, des dictionnaires en fait de concepts métiers, et en fait le cas d'usage définit quel concept on veut utiliser, et ensuite l'étape en tant que telle de description, c'est relativement rapide. Dans le cas justement de M-Modal, tu parlais de la possibilité de combiner données structurées et non structurées. Comment ça se passe justement au moment où le lien se produit? Alors typiquement, le fait d'avoir justement des ontologies, des références métiers, des références d'objets, permet de raccrocher à la fois le non structuré et le structuré à ce même concept métier. Et une fois que le raccrochement est fait, et typiquement c'est quelque chose qui se fait assez facilement puisque c'est simplement un lien en disant voilà, cette information qui est dans ce document ou cette information qui vient de ce système structuré font référence au même concept métier. Une fois que ça c'est fait, en fait la source n'est plus intéressante. Quand vous faites une recherche Google et qu'on vous répond, vous ne demandez pas tiens, est-ce que la réponse vient d'un fichier PDF, d'une base structurée, etc. Vous recevez une réponse à une question. Là on est dans cette même logique. Et dans ta présentation, tu disais que le secteur bancaire avait peut-être du mal à passer vers ce type de... Enfin, d'où ça vient? C'est un réflexe ou... Et peut-être après avoir le témoignage de Laurence, du coup, sur si vous utilisez ce type de données. Disons qu'on considère traditionnellement que le non structuré représenterait 80% de l'information et le structuré 20%. Mais je pense qu'effectivement, l'habitude de la structuration fait que on est un animal d'habitude, donc on fait ce qu'on a l'habitude de faire. Et si quelqu'un demain vient vous dire tiens, j'ai 500 millions de documents et je suis sûr que je trouverai l'information que je cherche dedans, naturellement, on va dire non, c'est bon, je vais retourner dans mon système structuré. Après, si on dit les 500 millions de documents, on peut en extraire ne serait-ce que 5% ou 10% d'informations, là on a beaucoup d'informations, mais c'est simplement pas naturel. Ouais. Vu de notre fenêtre, c'est vrai que on a beaucoup tendance à être dans ce cas de figure et aller plus vers la donnée structurée d'abord. Par contre, il y a des exemples concrets qui me viennent à l'esprit et qui peuvent être tout à fait explorés. C'est toute une question de valeur et de priorisation de nos fameux use cases. C'est la question de l'engagement, moi, que je vois derrière. C'est finalement, quand on aura un data lake, on aura plein de candidats à ce data lake et effectivement, il va falloir regarder le critère de jugement, ça va être finalement la source de données. Est-ce que j'ai pu lui faire un assessment suffisant pour être sûr que j'ai la donnée, j'ai la valeur à la sortie. Et ça, quand on regarde un petit peu les analyses de nos comptes, ils ne sont pas toujours complètement convaincus, aujourd'hui encore, que l'ajout de quantité d'informations supplémentaires leur permettra d'anticiper mieux l'inflation ou choses comme ça. Ils donnent à nos outils de prédictifs et à beaucoup de valeurs explicatives, mais pas forcément toujours prédictives. Donc, nous, on est très prudents sur la façon dont on va rajouter des données. Notamment, l'idée, c'est, quand je parlais de gouvernance tout à l'heure, c'est de se doter d'outils et des processus d'assessment et de ce que j'appellerais de readiness assessment. Donc, libérer la parole par rapport à ça, ça serait créer des zones, des espaces d'exploration dans nos data lakes, c'est ce qu'on va faire. Mettre à disposition des outils qui permettent justement de rejouer des scénarios, de s'assurer que ça va nous donner une valeur à la sortie. Un exemple qui me vient, c'est par exemple tous les prospectus. Tous les prospectus qui sont sous format papier. Évidemment, on les rentre aujourd'hui dans nos bases de données avec à la force de nos bras et puis d'aide aussi de nos équipes en Inde. Est-ce que demain, on peut envisager de faire ça déjà, rien que ça? D'autres exemples, c'est effectivement, on sait que dans la captation de nos comportements clients ou nos comportements de nos traders, ils peuvent éventuellement être lents ou trop rapides dans la réaction et dans la façon d'exécuter leurs ordres. Donc, capter leur réaction par rapport à ça, on sait que ça peut être extrêmement valorisant. Donc, par des enregistrements, par toutes sortes de processus de captation, l'intérêt, ça pourrait aller jusqu'en plusieurs centaines de millions. On fait un calcul juste sur 50 milliards investis par le groupe AXA aujourd'hui, dans un marché volatile à 5%, c'est des centaines de millions qui se jouent là à 15 jours près si on est plus tôt ou plus tard dans notre façon d'investir. Donc on sait qu'il y a de la valeur là. Après, la question c'est quelles sont les informations qu'on doit insérer dans la base dans notre data lake pour arriver à ça et comment on le fait. Donc là, je comprends qu'il y a des techniques.
Si je peux juste, j'ai une mini anecdote. J'ai une banque récemment qui nous a dit on commence à travailler sur un chatbot pour donner des taux de prêt à la consommation. Donc ils démarrent 15 jours, ça marche très bien, ils sont super contents. Et il y a la direction juridique qui arrive et qui leur dit c'est extraordinaire ce que vous êtes en train de faire. Mais j'ai juste une toute petite question. Le taux que vous donnez au client, il vient d'où? Et donc l'équipe dit il vient du système de gestion. Et la direction juridique a dit non, le taux il doit venir des conditions générales. Il ne vient pas d'un système externe parce que vous ne pouvez pas l'utiliser. Si jamais vous avez un différentiel, vous êtes hors des clous. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le projet s'est arrêté. Alors qu'en fait, entre guillemets, il aurait suffi d'aller lire le taux dans le document. Laurence, pour revenir à ta présentation, tu présentais le CDO comme un chef d'orchestre. Quels sont un peu les challenges à surmonter dans l'implémentation de ce nouveau rôle? Mais disons que la donnée, c'est quelque chose de tentaculaire, c'est partout, donc je pense qu'il faut être humble par rapport à ça. Il faut accepter qu'on n'est pas chef d'orchestre de tout, c'est-à-dire que la donnée, elle est partout dans la maison. Il y a des tas de spécialistes des quants et toutes les techniques pour l'exploiter sont bonnes. La seule chose, le challenge, c'est effectivement, la transformation, aider l'équipe à se transformer, c'est-à-dire à donner, dans une vision un peu fédérale, des guidelines aux uns et aux autres. On parlait justement de capacité conceptuelle autour de la sémantique. C'est effectivement quelque part d'accompagner les uns et les autres dans leur croissance sur leur connaissance de leurs données et donc créer des business glossaires, créer des capacités d'architecture aussi avec les architectes. Et donc l'enjeu pour moi, il est dans la transversalité, dans le partage de tout ça. Et donc, c'est comme ça qu'on voit les choses. On voit que la partie analytique, c'est de plus en plus importante. Au sein d'AXA IM, quel est le lien entre toi et le CIO? Alors, en fait, on n'en a pas de CIO. En fait, on a des CIO, c'est juste comptes. le Chief Analytics Officer qui commence à apparaître dans certaines maisons. Voilà. Donc, par contre, qui gère cette partie-là directement? Alors là, on est plus dans le côté fédéral, effectivement. Donc dans les rôles régaliens, il y a clairement les référentiels. Et toujours dans les régaliens, il y a le fait que, quelles que soient les analytiques qu'on utilise, à un moment, il va falloir les stocker, connaître leur lineage, savoir où ils sont sourcés, est-ce que c'est bien la bonne golden source, qui est le data steward de cette information, est-ce que quand on met une application en jeu, elle c'est en service, est-ce qu'elle a bien respecté les normes de la golden source, justement, la fameuse? Est-ce qu'elle a été identifiée, cette golden source? On parlait d'usage tout à l'heure. En fonction de l'usage de la donnée, notamment pour GDPR, une donnée peut être golden source dans un contexte et pas golden source dans une autre. Nous, on a le groupe qui nous demande parfois des reportings de transactions à J plus 15 secondes. C'est pas la même chose que de leur donner à J plus 3 jours. Donc, évidemment, c'est pas la même accuracy, mais c'est la bonne freshness. Donc, effectivement, toute la gouvernance des analytiques qui vont avec nos trades et avec nos positions mérite qu'on s'y arrête sous forme de gouvernance. Il y a des tas de gens qui savent comment faire dans la maison, il faut juste l'écrire et ensuite, au moment de la création des data lakes, bien piloter ça dans les différentes zones pour qu'on ne distribue que de la donnée certifiée d'une certaine manière. C'est un peu ça la philosophie. Et c'est là où je suis raccord avec les différents business, c'est s'assurer avant qu'on distribue qu'on a bien contrôlé la qualité de la donnée. Et alors peut-être pour apporter un petit éclairage sur la relation entre le Chief Data Officer et l'analytique. Alors le data, c'est un sujet passionnant parce qu'on voit également émerger des tas de hauts quelque chose. Donc on a eu le CDO avec toutes ces nominations auxquelles je faisais référence donc, depuis 2015 et surtout en 2016. On a aujourd'hui l'émergence de la nomination de CAO, Chief Analytic Officer. On aura, et on commence à avoir les DPO, on n'en parle pas aujourd'hui, c'est pas le sujet du jour, mais évidemment, notamment avec GDPR, c'est encore un autre haut qui va apparaître. Bon, on n'a pas de modèle établi encore, nous, en tant que consultants, donc observateurs de l'industrie, on n'a pas de modèle établi dans les relations entre le CDO et le CAO. Bon, Laurence évoque un certain nombre de points sur ce sujet. Il peut y avoir des organisations où effectivement c'est dans le même département, ou en tout cas sous le chapeau de la même personne, qu'on a l'analytique et la partie plus opérationnelle du data management, et je pense que c'est l'exemple que montre Laurence. Emmanuel Romaté aurait été ici, il aurait montré des exemples différents, parce que si j'ai bien compris ce que a pu m'expliquer Emmanuel, c'est que par exemple chez Cardiff, qui est dans le groupe BNP, il y a bien deux rôles distincts, avec des règles, je dirais, de fonctionnement entre un CDO et un CAO qui n'ont pas du tout la même ligne hiérarchique.
Voilà, donc ça dépend vraiment encore. On est évidemment encore ici dans un domaine en pleine évolution, avec des formes de réponse que nous observons comme étant assez différentes d'une maison à l'autre. Merci. Cédric, sur le rôle de la plateforme était très importante dans ton case study sur le poulet. On sait qu'il y a des enjeux de monétisation derrière. Comment justement est gérée cette plateforme, qui la gère et comment sont exploitées les données? Alors, cette plateforme qu'on a développée en France, c'est GS1, donc il a développé avec Capgemini. Donc, c'est une plateforme en open source qui appartient à GS1, et GS1 étant dirigé et gouverné par ses adhérents, la plateforme appartient elle-même aux adhérents au système GS1, et cette plateforme peut très bien s'interconnecter avec d'autres plateformes, puisque derrière, c'est le même moteur, c'est le même liquide. Donc cette plateforme, elle est en open, et ce que l'on veut, c'est justement de faire en sorte qu'un maximum de couches applicatives d'autres plateformes viennent se greffer dessus en utilisant cette espèce de carburant standardisé pour ensuite créer leur propre valeur via des analytics, via un certain nombre d'usages de cette donnée. Ce que je tiens à dire, c'est que pour créer de la valeur, il ne faut déjà pas en détruire inutilement. Et je vois dans le monde de la santé, je vois dans plein d'industries où on passe un temps de dingue à codifier, recodifier, vérifier avec autant de risques d'erreurs qu'il y a d'opérations. Ce qui est très important, c'est que si on arrive à avoir cette couche fondamentale de standardisation, ça permet d'arrêter de perdre de l'argent et de se concentrer sur la valeur ajoutée. Et c'est là où notre rôle de codificateur, quelque part, de structurateur de la donnée, il est essentiel, tout comme il existe des codes sources, le code génétique, le code de la route. On a vraiment vocation à être ce code du commerce ou ces codes du commerce, ces codes de la data. Donc, pour répondre à cette question-là, c'est vraiment un enjeu de plateforme ouverte et de créer cette espèce de valeur collective à l'usage. Frédéric, sur la plateforme M-Modal, est-ce qu'on est dans la même logique? Ça dépend ce qu'on entend par collaboratif. M-Modal monétise sa plateforme, hein, c'est une entreprise commerciale, GS1 c'est pas le cas. Par contre, en fait, il y a une notion de collaboratif puisque chacun bénéficie de l'ensemble des informations qui sont diffusées partout sur la plateforme. Et manifestement, vu le succès que M-Modal rencontre aux États-Unis, la valeur générée est largement supérieure finalement à l'abonnement de la plateforme. C'est vrai que la plateforme en plus maintenant tourne relativement bien. Ils ont beaucoup de R&D sur le text to speak, sur le speech to text, pardon, sur les ontologies, la sémantique, la compréhension. Donc maintenant, ils ont une plateforme qui est extrêmement opérationnelle. Ils ont de plus en plus de personnes. Donc c'est du collaboratif dans la valeur restituée, mais effectivement, c'est pas de l'open source. Ma dernière question s'adresse à vous deux, Frédéric et Cédric, sur la question de l'interopérabilité. Comment la garantir sur ces plateformes? Alors ça, c'est une vaste question, parce que ce mot-là, j'insiste, derrière la standardisation, la notion d'interopérabilité, elle est absolument fondatrice de la capacité à créer du lien entre tout le monde. Le premier niveau d'interopérabilité, c'est d'abord d'écrire la donnée de la même façon. Mais je vais vous donner un exemple, c'est que moi je suis chez Orange, ma femme elle est chez SFR, quand je l'appelle, je ne suis pas obligé de prendre un téléphone SFR pour lui parler. Donc il ne faut pas s'enfermer dans des solutions dites propriétaires. L'interopérabilité, c'est la capacité à se parler, quelle que soit la solution que l'on a dans sa propre entreprise. Et justement, pour éviter qu'il y ait des solutions qui soient omnipotentes, nous, on veut favoriser cet écosystème concurrentiel pour permettre à chacun de choisir sa donnée. C'est pareil pour la carte bancaire. Moi, je ne vais pas toujours au Crédit Mutuel pour retirer de l'argent. Je vais à la SOG et je ne sais pas bien ce qui se passe derrière, mais avec ma carte, je sais que ça fonctionne. Ça, c'est une autre dimension de l'interopérabilité. Donc, il faut les couches de code, il faut les couches de sémantique, d'ontologie, et ensuite, il faut un écosystème pour essayer, je vais dire un mot un peu barbare, mais dépropriétariser la donnée. La donnée, elle, notamment dans la RGDP, demain, elle n'appartiendra pas. On n'est pas propriétaire à un instant T, tout comme on n'est pas propriétaire de son client. Par contre, on est propriétaire de ses algorithmes, demain hébergés dans des farms, dans les farming, on en a parlé tout à l'heure. Mais la valeur sera dans les algorithmes capables justement d'exploiter cette donnée qui est quelque part, je disais tout à l'heure, mais data is the new oil. À la différence du pétrole qui est fossile, qui est fini, la donnée est infinie. Et le partage de la donnée, ça crée une valeur incommensurable. Et on s'enrichit tous de ce partage de la donnée. Et ça doit être fait par des solutions notamment interopérables. Frédéric?
Oui, interopérabilité, ça ne veut pas forcément dire dépropriétarisation. Mais merci pour l'exercice de diction. En fait, l'exemple des modèles est un bon exemple. Un modèle détient de l'information. En fait, il va la communiquer vers d'autres acteurs qui sont des professionnels de santé, des chercheurs, des épidémiologistes, la FDA, etc. Mais c'est rendu possible par le fait qu'ils ont transformé un vocable qui peut être un vocable régional spécifique, qui peut être une marque, en une notion, un objet métier qui est compréhensible par l'ensemble du marché. Et typiquement, la santé est un des secteurs où la normalisation est la plus avancée, puisqu'en fait, il existe des ontologies de médication, il existe des ontologies de symptômes, des ontologies de description du corps humain, des ontologies d'interaction. Pourquoi ? Parce que justement, tout le monde souhaite partager de l'information, mais que si on ne fait pas ça, chacun parle son langage. Et pour prendre un exemple différent, mais qui est dans la même logique, on travaille avec GS1 à l'OCDE, dans 27 langues différentes. Il est évident que quelqu'un qui rédige un rapport, il ne va pas s'amuser à lire l'ensemble des sources dans la langue d'origine. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il passe par un ensemble de référentiels ontologiques qui lui disent que le concept métier X dans la langue Y, c'est le même que le concept X dans sa langue. Et donc, en fait, l'interopérabilité, c'est juste la faculté qu'on donne à un contenu, qu'il soit structuré ou non structuré, d'exprimer un concept métier, parce qu'ensuite, le concept, tout le monde le comprend. Alors que si on transmettait de l'information avec la caractérisation technique qu'elle a à l'intérieur de l'entreprise, il est évident que personne ne comprendrait rien. Ce serait cryptique et on n'aurait pas d'interopérabilité. Donc, le fait d'avoir des standards interopérables, c'est simplement de dire, j'ai une information qui est potentiellement ma propriété ou que je peux partager en termes de propriété avec d'autres, ou au contraire que je souhaite ouvrir. On fait beaucoup d'open data avec ça. Mais c'est simplement de dire, par contre, je pense que cette information intéresse d'autres acteurs et donc je vais la rendre intelligible pour qu'elle puisse être partagée. Et éventuellement, j'aurai un retour. Peut-être que les autres acteurs vont venir enrichir ou m'apprendre quelque chose, mais me répondre dans le même langage. Et c'est simplement vraiment l'élément, si on ne fait pas ça, il y a de la valeur potentiellement à l'intérieur. Par contre, il n'y a pas de valeur dans l'ensemble et surtout, il n'y a pas de retour. Merci. Il nous reste une petite minute pour les questions, donc si vous avez... C'est commencé en retard, c'est quoi c'est ça. Merci beaucoup. J'avais une question pour Madame Eudes concernant la fonction CDO. Alors j'imagine que le BCBS 239 vous a un petit peu aidé, mais comment vous avez fait à l'origine de la démarche pour convaincre de l'intérêt de la fonction CDO et la faire accepter au début dans sa mise en place ? Alors en fait, on a un Data Privacy Officer, donc effectivement, c'est pas forcément la GDPR qui nous a le plus aidé sur ce coup-là. Je pense que fondamentalement, ce qui nous aide beaucoup, c'était d'avoir à la base les référentiels et de s'être appliqués à nous-mêmes les règles qu'on voulait voir appliquées un peu partout. Et donc de démontrer jour après jour que parce qu'on le faisait bien, ça donnait de la valeur aux uns et aux autres. Donc le cas de l'IFRS 9 par exemple. Et donc on passe en fait par des cycles de lift and shift comme ça, où petit à petit on acquiert ce que j'appelle une compétence, une capacité supplémentaire sur un sujet donné, et où du coup on la met à disposition des uns et des autres en disant toi tu as besoin de mieux connaître ce jeu de données, tu as besoin de critères pour savoir s'il est valable ce jeu de données pour nous. Et les deux critères que je te propose, ça va être finalement, est-ce que c'est une source d'information que tu dois payer ou pas ? Est-ce que derrière, quand le bénéfice il sera là, est-ce qu'il sera transversal ou pas ? Et donc c'est de l'aider à le prendre en main là-dessus. C'est ça, je pense, qui petit à petit, étape après étape, et peut-être aussi avec un peu d'humilité, parce que en fait, en réalité, on peut pas connaître tout l'écosystème des One. Donc, on est obligé de prendre des cas d'usage et petit à petit de les porter et de cranter en fait ces petits succès-là. Et c'est comme ça que finalement, ça finit par convaincre tout le monde. Après, il y a quand même une autre chose, c'est que il y a aussi la conviction du top management. Il y a un moment, les data foundations, il faut y croire. C'est comme l'infrastructure en IT. Il faut se dire que on peut pas faire à moins que ça. Et donc il y a un investissement à effectuer. Et je pense que il y a aussi un effet déclic à un certain stade. Tout le monde se dit ah oui, là vraiment il nous manque une brique et il faut la créer. Donc il y a aussi, je pense, construire ce déclic-là. Ça passe par je pense des cas d'usage aussi. Merci. D'autres questions ? Non. Ok, on fait signe que non. Pas de questions. Alors, merci beaucoup. Et... Merci.